Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'être là pour la seconde conférence, on va dire, ou discussion plutôt, puisqu'on a envie de faire avec Léonard Burnand une intervention encore plus dynamique, si c'est possible, que notre traditionnelle discussion de la Bibliothèque des Lumières. Aujourd'hui consacrée au livre de Léonard Burnand, Benjamin Constant, sa biographie dont je vais vous parler. Mais j'annonce déjà quand même que c'est un livre important, non seulement par sa taille, même si c'est d'une lecture absolument magnifique, mais surtout parce que c'est un livre qui fera date, puisque Léonard Burnand, ton travail est actuellement finaliste pour le prix Goncourt de la biographie 2022. On aura la réponse la semaine prochaine. C'est un travail de manière que je dirais très subjectivement absolument magnifique à lire. Il y a vraiment une ambition et une réussite littéraire, de mon point de vue en tout cas, on aura le temps d'en parler. Toujours est-il que c'est un travail qui est un livre qui est absolument important pour plusieurs raisons, mais on le verra, notamment pour les pistes que tu explores par rapport à la biographie de Benjamin Constant. Alors, Léonard Burnand, tu es directeur de l'Institut Benjamin Constant, mais tu es surtout professeur d'histoire moderne à l'Université de Lausanne, où tu es aussi doyen de la Faculté des Lettres. C'est donc un honneur pour nous de te recevoir. J'imagine que ton quotidien est assez chargé, avec la promotion du livre et toutes tes tâches à l'université. Tu as notamment publié, à part ce travail, donc cette biographie, Necker et l'opinion publique en 2004. Ton travail donc, de publication de la correspondance aussi, mais en fait l'œuvre complète de Benjamin Constant t'a rendu cet auteur, disons cette figure politique majeure. En fait, il est tellement polymorphe, on ne sait plus trop bien comment le qualifier. Il t'est très familier. Et c'est l'un des apports de ton livre. C'est quelqu'un qui est, on a l'impression que tu le connais personnellement, que c'est quelqu'un qui est pratiquement de ta famille, sans faire de jeu de mots. Benjamin Constant, c'est un Lausannois, tu vas évidemment dire quelques mots, c'est un héros du pays, même s'il a été naturalisé français. Voilà, ta biographie, Léonard Burnand, je te donne tout de suite la parole, mais ta biographie, donc publiée en 2022, si je ne m'abuse, même ce printemps 2022, chez Perrin, explore de nouveaux sentiers, notamment de nouvelles sources, puisque l'un des apports majeurs de ton livre, c'est que tu es toi-même historien et non pas autre chose, c'est-à-dire historien de la littérature ou biographe. Tu es d'abord un historien, et donc tu remets en contexte la vie absolument aventureuse de Benjamin Constant, qui est un grand homme de cette période charnière de la fin du XVIIIe, de la Révolution de l'Empire, mais aussi de la Restauration, et peut-être même surtout de la Restauration. C'est ça aussi qui fonde ton travail, c'est au fond l'exploration de nouvelles sources, notamment dans sa jeunesse. Voilà, je te donne tout de suite la parole, Léonard Burnand, pour que tu nous présentes ce travail. Et je te remercie Vincent pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent à distance, puisque le cycle Yverdenois est devenu pratiquement une émission de télévision, donc le public est avant tout devant l'écran, mais j'aimerais quand même remercier celles et ceux qui sont dans la salle. Oui, c'est un livre qui vient de sortir le 17 mars à Paris, il est tout frais, et j'ai eu le bonheur ces derniers temps de faire une sorte de tournée promotionnelle, puisque les médias français s'y sont beaucoup intéressés, les médias suisses aussi, donc les émissions de radio, les rencontres avec le public, les conférences dédicaces, les interviews dans la presse, tout cela a permis de rendre accessible ce livre à un public plus large. Et c'était quand même l'ambition première, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche, quand on est historien universitaire, on a toujours, en tout cas c'est mon cas, ce rêve de pouvoir toucher un public plus large que celui des spécialistes. Et là, je tiens aussi à le dire en tant que doyen de la Faculté des Lettres, nous faisons de la recherche avec de l'argent public et il est absolument vital de pouvoir rendre au public le fruit de nos recherches. C'est plus difficile avec des actes de colloque, avec une édition savante de sources. Ça devient davantage possible avec une biographie, quand on est dans un récit de vie, quand on est dans un ouvrage qui peut plaire au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je ne ménage pas mes efforts depuis la sortie de ce livre pour aller à la rencontre des lectrices, des lecteurs et essayer de partager avec eux cette trajectoire individuelle, mais aussi cette période qui est ma période de prédilection, qu'on appelle le tournant des Lumières, donc la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, qui est une période tumultueuse avec la fin de l'Ancien Régime, la Révolution française, l'Empire, la Restauration. Et Benjamin Constant m'a servi de fil conducteur pour traverser cette période. C'est un peu comme si Benjamin m'avait servi de caméra subjective pour me promener à travers cette Europe bouleversée par la Révolution et les guerres napoléoniennes, et pour essayer de mieux la comprendre, mais non pas en faisant un cours d'histoire, comme je pourrais le faire à mes étudiants, mais en suivant une destinée, en essayant d'incarner cette période à travers cet homme tout à fait extraordinaire qui nous parle de nous
vaudois puisqu'il est d'ici, mais qui nous parle aussi de toute cette Europe qu'on pourra redessiner tout à l'heure. Ce qui est assez fascinant dans ton livre, et tu le montres bien, c'est à la fois la façon dont tu déconstruis complètement un mythe, et à la façon aussi dont tu rends aussi la trajectoire très sensible dans l'Europe dont tu parles, une Europe qui est quand même bouleversée par une guerre civile, la Révolution, par des guerres très violentes qui sont les guerres napoléoniennes, et puis par, au fond, ce que j'aime beaucoup, que tu montres bien dans ton introduction, c'est que c'est une période qui donne accès à des individus qui sont peut-être, en tout cas sous l'Ancien Régime, vous savez que la mobilité sociale, la mobilité économique est assez contrainte, on va dire. C'est une période qui ouvre des possibilités à des individus comme Benjamin Constant, qui, on va le voir, on aura le temps d'en parler, a un départ assez difficile dans la vie, à certains moments de sa vie, il aurait pu basculer du côté obscur de la force, j'ai envie de dire, du côté carrément de la délinquance. Et c'est ce que tu montres bien, c'est que tu déconstruis aussi ce mythe à la fois de l'opportuniste, mais aussi disons, du génie des Lumières, pour montrer que c'est d'abord un homme avec ses faiblesses. Et peut-être pour commencer avec le début de ton travail, tu montres à quel point c'est un homme qui naît dans des circonstances particulièrement douloureuses. Ton premier chapitre, d'ailleurs le titre de tes chapitres sont très très beaux, ils disent à peu près tout du contenu, donc c'est vrai que c'est de manière exemplaire la façon dont Léonard Burnand a écrit ce livre, on comprend ce qu'on va lire au titre de chapitre. Le premier chapitre s'appelle La mère morte. Pourquoi? Parce que la mère de Benjamin Constant décède pendant la couche ou juste après dans des conditions très, très tragiques. Il y a eu tout un mythe autour de cette mère qui était, ou pas d'ailleurs, amoureuse de son père. Enfin, le mariage des parents de Benjamin Constant a fait l'objet d'un gros mythe historiographique. Et là, tu montres bien que, au fond, ce décès maternel va être à l'origine chez Benjamin Constant. Alors, ce qui est très beau dans ton livre, c'est la manière dont tu abordes aussi des points noirs psychologiques du personnage, sans répondre de manière, disons, trop rapide, mais en montrant que, au fond, en l'occurrence pour le décès de sa mère, eh bien, ça génère chez lui une sorte de très grande fragilité émotionnelle, ou en tout cas un très grand désarroi moral, psychologique ou peut-être affectif, qui fait qu'il va complètement conditionner son rapport à la politique, on le verra, mais aussi aux femmes, évidemment, puisque un des traits de ta biographie, c'est de raconter aussi son rapport aux femmes qui fait l'ensemble de son parcours. Alors peut-être sur cette mère morte, Léonard. Oui, la mère morte, Henriette de Chandieu, c'était la grande absente de tous les livres qui existaient jusqu'à présent sur Benjamin Constant. Faute de documents. En fait, mes devanciers avaient toujours dit, à tort, il n'existe aucun document sur Henriette, il faut se résoudre à ne rien savoir d'elle. Elle n'a laissé, pour reprendre le mot dédaigneux d'Alfred Fabrelus, elle n'a laissé qu'une touffe de cheveux roux sur la tête de son enfant. Et moi, quand on me dit qu'il n'y a pas de documents, c'est dans mon ADN d'historien de dire non, mais je vais aller voir. Il ne faut jamais croire ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de documents. Et quand on est historien, on est avant tout un détective. Mon ami Emmanuel de Varesquiel, qui est pour moi le plus grand biographe actuel et avec qui j'ai eu la chance de beaucoup dialoguer autour de nos travaux, Emmanuel de Varesquiel dit toujours « il y a un Nestor Burma qui sommeille en chaque historien ». Et c'est exactement ça. On a ce démon-là, le démon de suivre des traces, de remonter des filières, d'avoir du flair, de faire vraiment un travail de détective et de récolter, mois après mois, des petites pièces d'un puzzle qui ensuite, une fois recomposé, donne une histoire, puisque ça, j'y reviendrai plus tard. Le deuxième métier, après celui de détective, c'est celui de conteur. Ça, on y reviendra. Mais la mère morte, qui avait soi-disant disparu, j'ai voulu en retrouver la trace, et donc j'ai mené l'enquête, et j'ai fini par exhumer dans différents fonds d'archives plus d'une centaine de lettres inédites d'Henriette de Chandieu, et en plus de cela, des dizaines de manuscrits inédits qui la concernaient plus ou moins directement. Et donc, ça m'a permis de ressusciter cette mère morte. C'est le vieux rêve de Michelet qui disait que quand il descendait dans les dépôts d'archives, il avait l'impression que les fantômes sortaient des cartons d'archives. Les historiens sont d'éternels visiteurs de cimetières. On dialogue avec les morts, c'est un drôle de métier d'ailleurs, et donc on leur redonne vie d'une certaine manière. Et cette mère morte, outre le fait que j'ai pu lui redonner vie à la lumière de ces manuscrits inédits, elle s'est avérée beaucoup plus fascinante que ce que nous en disaient ceux qui la connaissaient mal, puisque c'est une femme qui a une psychologie très particulière, mélancolique, et qui, à bien des égards, nous rappelle son fils.
hein. Autant Benjamin sera très différent de son père, dont on aura reparlé, froid, glacial, cynique, juste de Constant, autant Henriette, à travers sa disposition d'esprit, son rapport à l'écriture, son rapport à l'existence, préfigure dans une grande mesure Benjamin, et donc elle a laissé bien plus qu'une touffe de cheveux roux sur sa tête. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que cette absence de mère, hein, c'est le fait qu'il ait été orphelin de mère, qu'il ait grandi sans amour maternel, qu'il ait ensuite été ballotté d'un pays à l'autre par ce père juste de Constant, nous donne, à mon avis, une clé psychologique très importante pour la suite. Et c'est ce qui manquait dans tous les livres jusqu'à maintenant sur Benjamin Constant, c'était le secret de son enfance. On ne peut pas comprendre un personnage historique sans connaître le secret de sa jeunesse, sans connaître ce qui l'a façonné, ce qui a forgé son caractère. Et c'est pour ça que le portrait de Benjamin, jusqu'à maintenant, était incomplet. Et j'ai vraiment mis l'accent dans les premiers chapitres du livre sur cette phase initiale, l'enfance, puis l'adolescence, pour essayer de comprendre, à la lumière de documents inédits que j'ai retrouvés un à un dans les archives, comment s'était construit cette destinée de Constant, et comment, à travers l'enfance de Benjamin, on comprend beaucoup mieux la suite, sa trajectoire ultérieure, son rapport à l'ambition, son rapport à la littérature, son rapport aux femmes. Parce que celui qui va considérer qu'il a été abandonné par sa mère au berceau va lui-même abandonner toutes celles qu'il va séduire. Et en même temps, il va sentir le poids de la culpabilité. Il a l'impression qu'il est l'assassin de sa mère, qu'il a tué en venant au monde celle qui lui a donné la vie, et donc il va porter jusqu'à la fin comme un fardeau cette impression qu'il est l'assassin d'Henriette. Et comme je l'explique à la fin de mon premier chapitre, pour reconstituer tout cela, il fallait retrouver les manuscrits de la mère morte. Sans insister sur le jeu de mots, ce que tu montres aussi, c'est que cette absence laisse le jeune Benjamin Constant, et tu le montres bien dans les 2 chapitres qui suivent, à la merci de son père, qui est un homme qui visiblement a de l'affection pour lui, tu le montres bien, mais qui est un militaire de carrière, le plus souvent absent, il est en poste en Hollande, et puis il a envie au fond d'éduquer son fils dans l'objectif d'en faire un homme de lettres. Visiblement, il a une vraie volonté, au fond, de développer ou d'émanciper Benjamin Constant dans ses aspirations naturelles. Mais par contre, il est manifestement brutal, ou en tout cas très peu disposé à manifester de l'attention à son fils, ce qui va effectivement donner lieu, au fond, à un manque affectif majeur. Et puis, ce que tu montres très bien dans ces deux chapitres, c'est les 2 séquences de son apprentissage, de sa formation intellectuelle, d'un homme qui est considéré quand même par Bonaparte comme un des plus grands génies de son temps, d'ailleurs comme la plupart des intellectuels de la fin du XVIIIe considèrent que c'est un des hommes les plus intelligents de son époque, de sa génération. Il est formé d'une manière absolument rocambolesque, d'abord par des précepteurs, ce qui est assez classique à la fin du XVIIIe siècle, dans les bonnes familles, et puis dans 2 épisodes académiques assez aventurés que j'aimerais bien sur lesquels tu puisses revenir, qui sont des épisodes allemands et écossais, où là Benjamin Constant certes est assidu et découvre les joies de l'érudition, mais il va aussi découvrir tous ses vices et toute son inconstance dans ces grandes villes qui sont les mers du vice. Exactement. À quoi a ressemblé finalement cette éducation de Benjamin? Il y a 2 séquences. Hein. Une première séquence quand il est enfant, c'est un enfant prodige, c'est un enfant qui manifeste dès son plus jeune âge des capacités intellectuelles tout à fait hors normes. À l'âge de 5 ans, il maîtrise parfaitement l'alphabet grec. À l'âge de 12 ans, il compose son premier roman, Les Chevaliers. Les premières lettres qu'il écrit à 5 ans, 6 ans, 7 ans à ses grands-parents sont absolument stupéfiantes parce qu'il a déjà une tournure d'esprit et une maîtrise de la formulation extraordinaire. Donc il fait l'admiration de son entourage par ses dispositions intellectuelles hors normes. Mais en même temps, comment canaliser une telle intelligence? Juste de Constant va le confier en effet à toute une série de précepteurs, et là on a droit à une savoureuse galerie d'incapables, puisqu'il va faire des choix désastreux en la matière, en confiant Benjamin à des hommes qui sont soit violents, soit médiocres, soit les deux en même temps. Et Benjamin va très vite devenir un autodidacte, puisqu'on le confie à de mauvais précepteurs. C'est tout seul, la nuit, il va se détruire les yeux, d'ailleurs il sera mieux passer rapidement, il va se détruire les yeux à la lumière des bougies pour lire tout ce qui lui passe sous la main. Et comme on est au temps des Lumières, ce qui lui passe sous la main, ce sont souvent les philosophes du temps, y compris ceux qui ont des positions assez radicales vis-à-vis de la religion, de la morale, etc. Donc un Benjamin un peu autodidacte, et ensuite il va y avoir cette deuxième phase universitaire. Son père va le placer tout d'abord à Erlangen, une bonne université allemande, puis ensuite à Édimbourg. Et alors Édimbourg, c'était un peu
le Berkeley de l'époque. C'était une université en pleine effervescence, avec des cercles estudiantins qui se réunissaient jusque tard dans la nuit pour parler de philosophie, de politique. Comme on était en Écosse, c'était relativement arrosé comme type de débat philosophique. Et Benjamin va faire forte impression aussi bien à Erlangen qu'à Édimbourg, d'autant qu'il s'exprime dans les deux cas dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, et il fait valoir des dons oratoires tout à fait exceptionnels. Mais, c'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre 3 « Études et turpitudes », il mène tout de suite une double vie. C'est-à-dire que c'est un adolescent qui est à la fois très studieux la journée, qui a une force de travail considérable, qui émerveille ses professeurs et ses camarades de classe par son savoir, sa rhétorique et son aptitude à travailler des heures entières, mais qui par contre la nuit se métamorphose en un jeune homme qui multiplie les frasques, qui fait toutes sortes de bêtises, qui a de mauvaises relations sentimentales et qui surtout va avoir le démon du jeu. Ça, c'est le grand problème de Benjamin, c'est qu'il va découvrir les tapis verts, et notamment le jeu du pharaon, ce jeu qui a pratiquement ruiné Marie-Antoinette, mais elle avait toutes les finances du royaume derrière elle. Benjamin n'a que les deniers que lui envoie son père à distance. Et donc, il va être émerveillé par les jeux d'argent, et ça va devenir une véritable catastrophe pour lui, puisqu'il va accumuler les dettes, et donc il va ruiner pendant la nuit tout ce qu'il a construit la journée. C'est un personnage double et ambigu qui, dès son adolescence, va être capable à 17h de faire un discours extraordinaire pour son âge sur John Locke et la liberté, et qui 3 heures plus tard va aller flamber dans un tripot l'argent que lui a versé son père et ruiner sa réputation. Donc les deux séquences universitaires, Erlangen et Édimbourg, se soldent finalement par des échecs, parce qu'il réussit sur le plan intellectuel, mais il doit partir en catastrophe, les créanciers à ses trousses, puisqu'il a malheureusement fait des dettes à cause de ce démon du jeu. Alors justement, on est autour de 1785, la fin des années 1780, on sent un petit peu les frémissements de la Révolution française, et le père de Benjamin Constant, donc Juste, le militaire, a l'air visiblement absolument excédé par les phrases de son fils, l'envoie à Paris, ce qui est une idée assez curieuse, puisque avant la Révolution française, Paris évidemment est connu pour, disons, l'ensemble des plaisirs qui s'y passent. Il l'envoie à Paris pour parfaire son éducation, disons, académique. Et là, alors, moi j'ai trouvé que c'était un chapitre absolument fabuleux, c'est un épisode très peu connu de l'histoire de Benjamin Constant, le chapitre qui s'appelle « Filer à l'anglaise ». C'est le moment, au fond, où Benjamin Constant a fini sa formation morale, on va dire, c'est la fin de l'adolescence. Il se révolte contre son père. Alors, tout le livre est particulièrement bien écrit, mais je te cite quand même pour montrer à quel point vraiment tu as l'art du verbe. Et il y a vraiment un souffle qui caractérise ce livre. Donc, quand Benjamin Constant arrive à Paris, je cite, tout en aiguisant sa témérité intellectuelle auprès de Madame de Charrière, qui est une figure mentor pour Benjamin Constant, un intellectuel dans le canton de Vaud, Benjamin poursuit son existence débridée à Paris. D'une part, il continue d'accumuler les dettes en devenant un hôte régulier d'une maison de jeu dont la tenancière est une fille de boucher, au passé louche dont la clientèle est un ramassis d'escrocs. Et d'autre part, il s'embarque dans une aventure sentimentale absurde en cherchant à séduire une riche héritière, Janipura, laquelle a été promise par ses parents à un autre prétendant. Bref, voilà un petit peu la fin de l'adolescence de Benjamin Constant. Il s'enfuit en Angleterre et il y a là un épisode qui est absolument magnifique où Benjamin Constant, sans le sou, traverse littéralement l'Angleterre à pied, dans une démarche presque libertaire, où on voit vraiment une anticipation de ces grandes péripéties à pied des auteurs du XIXe siècle. Et puis il a envie de découvrir, tu le cites, il a envie de découvrir le peuple de l'Angleterre, au plus près des gens, sans voiture malle, sans voiture poste, pour rencontrer la population et au fond pour rencontrer aussi la liberté au sens propre du terme, au sens presque naturel du terme, puisqu'on sent, on le verra, c'est le chantre de la liberté politique, de la liberté de la presse, mais là il va vraiment rencontrer ce que c'est que la vraie liberté, celle de n'avoir aucun cadre que celle de la nature et du rythme de la marche. Oui, cette fugue en Angleterre qui est complètement rocambolesque, c'est un peu le point culminant des folies de sa jeunesse. Donc son père, Juste de Constant, qui en avait décidément marre des frasques de son fils, envoie un de ses officiers à Paris pour aller chercher Benjamin et le ramener de force jusqu'à sa garnison. Et Benjamin va profiter d'un léger contretemps pour s'enfuir. Donc il rejoint Calais, il embarque sur le premier bateau pour arriver à Douvres et il rejoint Londres, comme il le dit, sans chemise et sans argent. Et donc c'est totalement
inouï comme épisode, puisqu'il va en effet sillonner à pied l'Angleterre, avec les rares petits sous qu'il a en poche, et il va rencontrer effectivement dans des tavernes, dans les bois, toute une série de personnages. C'est pas tout à fait la jet-set londonienne qu'on peut imaginer dans un salon fréquenté par quelqu'un comme Benjamin Constant, et c'est vraiment le moment qui parachève les folies de sa jeunesse. Finalement, étant définitivement à sec au niveau de ses ressources, il va bien devoir rentrer sur le continent et aller rejoindre Juste de Constant. Et là, il y a une scène terrible. Il aurait eu besoin que son père le réprimande, lui montre les limites, et Juste de Constant l'accueille par un silence glacial. Et cette scène manifeste au plus haut degré cette absence de communication entre un père et son fils qui, par ailleurs, ont des sentiments l'un pour l'autre. On le sait, mais ils ne le disent qu'à d'autres. Ils ne se disent jamais à eux-mêmes. Et donc, cette absence totale de communication que Benjamin va transposer plus tard dans Adolphe. Dans Adolphe, il y aura une transposition romanesque de cette absence de dialogue entre le fils et le père. Et bien là, c'est très douloureusement que Benjamin va se heurter à ce silence paternel. Un silence paternel qui cache beaucoup de choses, puisque on peut peut-être un peu anticiper, ça je l'explique plus tard dans un chapitre qui s'appelle « Secret de famille ». Ce que Benjamin ne sait pas, c'est que son père est en train de lui cacher toute une partie de sa propre vie privée. Juste de Constant est censé être veuf. Juste de Constant est censé n'avoir qu'un fils, Benjamin. Or, Benjamin, quand il aura 30 ans, donc à la fin des années 90, va découvrir d'un seul coup que son père s'est en fait remarié en secret avec celle qu'il pensait être la servante, et qu'il a un demi-frère qui est né en 1784 en secret à Aigle. J'ai retrouvé le document inédit dans lequel Juste de Constant reconnaît pour son fils cet enfant né en secret à Aigle, et qu'il a aussi une demi-sœur qui est née en 1792. Donc Benjamin pensait, quand il avait 30 ans, qu'il était le fils unique d'un colonel veuf. Pas du tout. Il a une sœur, un frère, et en plus une belle-mère, qui n'est autre que la servante qu'il a considérée quand il était petit comme sa gouvernante. Donc ça, c'est traumatisant pour lui. Parce que d'abord, sur le terrain financier, ça veut dire que l'héritage du colonel, il faudra le diviser par 3, alors qu'il pensait en être l'unique bénéficiaire. Et puis sur un plan plus fondamental, il se rend compte qu'on lui a menti toute sa vie et que son père ne lui a pas fait confiance et lui a caché la réalité familiale pendant des années et des années. Et ça va briser définitivement le lien, déjà fragile, entre ce fils et ce Juste de Constant qui a décidément bien mal porté son prénom, tant il a été injuste avec Benjamin. Alors, il y a un épisode étonnant aussi, qui était, en tout cas pour moi, tout à fait inconnu, qui est le moment où, au fond, Benjamin Constant rentre dans le rang, qui est le moment de la Révolution française. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée avant de lire ton livre. Que fait Benjamin Constant pendant la période chaude de la Révolution française? Il est complètement absent, en tout cas au niveau de l'espace public, des moments les plus forts de la Révolution. On pense à 89, évidemment, on pense à 92, on pense au moment de la Terre, etc. Et tu montres bien dans le livre qu'au fond, il va se ranger. Il va à Brunswick, donc dans le duché de Brunswick, il obtient un poste protocolaire, et ton chapitre est assez fabuleux sur sa mélancolie. Benjamin Constant est en permanence travaillé de manière très, disons, morale par ce que lui-même, tu le dis dans l'introduction, par une sorte de guerre civile. Il est toujours tiraillé entre des sentiments positifs et des sentiments qui le tirent vers le bas. Et quand il va à Brunswick, il rentre dans le rang. Alors il a un salaire, etc. Il a des appointements, mais il s'ennuie terriblement. Et surtout, il passe à côté de l'actualité, de ce qui fait le cœur de sa motivation intellectuelle et presque naturelle, qu'est l'événement politique à Paris, donc dans sa ville de cœur. Oui, alors cette période sombre et terne à Brunswick, il y arrive en 1788, donc on est après la fugue en Angleterre. Juste de Constant, qui cette fois n'a plus envie que son fils multiplie les frasques, lui trouve un emploi de gentilhomme de la chambre, Kammerjunker, à la cour de Brunswick, qui est une cour lilliputienne. Benjamin est au service du duc et de la duchesse, et ce poste de Kammerjunker consiste à se tenir debout dans la salle avec une petite épée au côté, des galons, pendant qu'il doit faire des courbettes devant des aristocrates allemands. On ne peut pas imaginer un emploi aussi mal adapté au futur auteur d'Adolphe que ce statut de Kammerjunker, et donc il s'ennuie à mourir à Brunswick. Il dit « Kammerjunker, quelle occupation !» Mais il a en plus la mauvaise idée de se marier. Pour tromper son ennui, il se marie avec une demoiselle d'honneur de la duchesse, Mina von Kram,
qui est résumée par ceux qui la connaissent en 3 mots. On dit qu'elle est laide, sotte et méchante, hein, ce qui fait un peu beaucoup pour une seule femme. Ce mariage est un véritable désastre. Mina ne tarde pas à le tromper avec un prince russe, le prince Galitzine, et donc Benjamin est assez rapidement en instance de divorce. Donc c'est une catastrophe, cette période brunswickoise, et pourtant, il va développer là-bas, dans la solitude de Brunswick, sa conscience politique. Parce que Benjamin est à distance du grand bouleversement qui se joue à Paris à partir de l'été 1789, ça le passionne, mais évidemment, il n'est pas sur place. Et donc, c'est à travers les gazettes, à travers ses correspondances, et notamment sa correspondance très riche avec Isabelle de Charrière, qu'il se tient informé de la situation parisienne et qu'il commence à développer une conscience politique et une vision de la liberté, de l'égalité, des rapports entre gouvernants et gouvernés. Et donc, tout seul à Brunswick, dans son cabinet de travail, il lit les journaux, il prend des notes. En fait, il prépare ses cartouches, il prépare des textes, des principes. Et quand il va entrer en scène plus tard, on le verra, sous le directoire, il aura tout un réservoir d'idées et de principes qu'il pourra mettre à profit. Et donc, ce que j'essaye d'expliquer à la fin du chapitre en question, c'est que c'est dans la solitude de Brunswick que le futur maître d'école de la liberté a fait ses classes. C'est assez fascinant d'ailleurs la façon dont tu montres bien qu'il y a un potentiel Benjamin Constant qui existe pendant pratiquement 30 ans, au fond quasiment jusqu'à la fin de l'Empire, où il travaille sur des textes qui sont pour la plupart inédits, il prépare du matériau, disons, de documentation politique qu'il ne publie pas, et au moment où il faut les publier, il est tout à fait prêt, on aura le temps d'en parler, puisqu'il les publie très vite. Et effectivement, l'épisode de Brunswick, pour ça, est assez fascinant, on voit la formation intellectuelle et presque personnelle de Benjamin. Ensuite, c'est une grande rencontre que tu mets en œuvre dans ton livre, qui est évidemment le tournant de sa vie peut-être, qui est celle à la fois de Paris, le vrai Paris pour le coup, le Paris politique, et puis surtout peut-être celle de Germaine de Stel, dont évidemment tu vas nous dire un mot, mais rappelons-le quand même, Germaine de Stel et Benjamin Constant, c'est le couple vedette de l'intelligentsia politique de la fin du XVIIe siècle, c'est vraiment un couple de stars, il faut quand même le rappeler, et ils se rencontrent en septembre 1794 dans un Paris qui est alors extrêmement marqué par la Révolution, et ça va complètement, disons, modifier sa vie, puisque cet homme qui est encore, au fond, en devenir, va être canalisé complètement par l'intelligence sublime de Germaine de Stel. Oui, alors c'est vrai que c'est le tournant décisif. Il rencontre Germaine de Stal alors, à Lausanne en septembre 1794, et ils iront à Paris quelques mois plus tard. Ils ne s'étaient pas croisés jusque-là, ils auraient pu, parce qu'ils avaient quand même un certain nombre de connaissances en commun, mais le moment a été différé. Et c'est vrai que cette rencontre dans la maison dite de Montchoisy, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui à Lausanne, c'est la soirée qui va faire tout basculer pour Benjamin. Germaine est déjà une vedette. Elle est la fille de Jacques Necker, qui a été le grand ministre des Finances de Louis XVI. Elle tenait elle-même un salon rue du Bac à Paris. Elle est l'épouse d'Éric Magnus de Staël, l'ambassadeur de Suède en France. Mais c'est un mariage malheureux. D'ailleurs, elle aura ce mot terrible à propos de son époux, quand elle dira « De tous les hommes que je n'aime pas, mon mari est celui que je préfère », ce qui vous donne un tout petit peu la couleur. Donc Benjamin, lui, est en train de divorcer de Mina von Kram, et Germaine de Staël est également disponible sentimentalement, puisque, en fait, Germaine et Éric de Staël font non seulement lit à part, mais quasiment vie à part, et donc ils vont se rencontrer durant cette soirée lausannoise. Il va lui faire une cour assidue à laquelle elle va résister un certain temps, puis elle va céder, et ça va devenir le grand couple, même s'ils ne vont pas se marier, le grand couple littéraire et politique de cette époque. Moi je dis souvent, c'est un peu les Sartre et Beauvoir de cette époque, Germaine et Benjamin, et en mai 1795, quand ils arrivent à Paris, c'est vraiment avec la volonté d'agir, de peser sur les événements, de jouer un rôle intellectuel et politique. Et au contact de Germaine de Staël, Benjamin découvre l'action, l'engagement. Lui qui, auparavant, était plutôt un observateur distant, un tout petit peu caustique, va tout à coup être contaminé par ce qui est merveilleux chez Germaine, c'est l'enthousiasme. Germaine de Staël, quand on l'écoutait parler dans un salon, elle avait un enthousiasme contagieux, et au contact de Germaine, il a envie lui aussi de devenir un homme d'action, de s'engager au service des idées qui sont les leurs, puisque ce sont la mère et le père du libéralisme politique moderne, et ils vont aller défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse, la tolérance religieuse, dans ce Paris tout à fait particulier qui est celui du milieu des années 1790.
Alors, avant de parler peut-être de Paris, ce qui est assez fascinant dans ton livre, c'est que tu as recours au journal intime de Benjamin Constant, qui pendant longtemps a été peu exploité, puis qui a été plus ou moins bien exploité. Ce journal intime donne vraiment accès à l'état presque quotidien moral de Benjamin Constant, et puis aussi, au fond, de ses aspirations amoureuses, évidemment avec Germaine de Stel. Donc, on voit l'évolution de leur relation amoureuse, aussi de leur relation intellectuelle, de leur relation d'amitié. D'ailleurs, c'est un journal qui est fascinant, puisqu'il est crypté, si tu peux en dire un mot. Et puis on voit aussi à quel point Benjamin Constant est travaillé alors, par des passions amoureuses absolument ravageuses, hein, à la fois pour Germaine de Stel qui va rester toute sa vie, disons, son phare, hein, littéralement, je ne sais pas si tu utilises ce terme, mais ça va vraiment être son guide, et puis par d'autres femmes qui vont vraiment jouer un rôle. Mais ce qui est assez frappant avec ce journal intime, c'est qu'on a accès aussi à ce qui se passe dans sa vie de famille, hein, puisqu'il aura avec Germaine de Stel, je ne sais pas si c'est établi par ADN à post-mortem, post-post-post-mortem, mais il aura une fille illégitime avec Germaine de Stel, qui est Albertine, si je ne me trompe pas. Et puis on voit un petit peu comment s'élabore une espèce d'intimité familiale dans ce couple qui a l'air difficile à vivre, à tout au moins. Oui, c'est une relation très orageuse, hein. Les scènes de ménage entre Benjamin et Germaine faisaient quasiment trembler les murs du château de Coppet, mais c'est une complicité intellectuelle tout à fait extraordinaire. Et celles et ceux qui ont eu le privilège d'être témoins des joutes verbales entre Benjamin et Germaine dans le salon de Coppet disaient qu'ils n'ont jamais vu un spectacle pareil de leur vie. Leurs œuvres sont déjà stupéfiantes, mais il paraît que ça n'est rien à côté de ces improvisations jusque tard dans la nuit, quand la femme la plus intelligente d'Europe et celui qui était son alter ego partaient dans d'immenses discussions sur la politique, sur la littérature, sur la philosophie. Les plus grands esprits du moment y ont assisté et ont dit « on n'a jamais rien vu de pareil ». Alors, les années 1790 donc, sont des moments de forte complicité au sein du couple, à tel point qu'en 1796, ils vont signer un engagement réciproque. C'est un document tout à fait extraordinaire qui est dans un château privé en France, mais que j'avais pu emprunter et montrer dans les vitrines de la Fondation Martin Bodmer quand j'y avais organisé avec Stéphanie Jenant en 2017 une exposition sur le couple Germaine de Staël-Benjamin Constant. Et c'est une sorte de contrat amoureux que signent Benjamin et Germaine qui se promettent de se consacrer réciproquement leur vie. Évidemment qu'ils vont s'empresser de ne pas respecter ce pacte, mais c'est un moment de forte complicité. Et comme par hasard, l'année suivante, en 1797, naît une petite fille. Officiellement, elle s'appelle Albertine de Staël. Officiellement, elle est la fille du baron Éric Magnus de Staël, mais elle a des cheveux roux et de toute évidence, elle est la fille biologique de Benjamin Constant. Et d'ailleurs, dans le journal intime qu'on évoquait à l'instant, il note à plusieurs reprises « mon Albertine », je retrouve tant de mon esprit en elle, et toute une série d'autres documents que je cite dans ce chapitre montrent que de toute évidence, elle est la fille biologique de Benjamin Constant, même s'il ne pourra pas officiellement la reconnaître. Mais ce journal intime est extraordinaire, hein. On en possède 3 volumes différents qui sont conservés dans le département des manuscrits de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. C'est l'un des trésors de cette bibliothèque. Et 2 d'entre eux sont effectivement cryptés, l'un avec un système de codage par chiffres, et l'autre est crypté en caractères grecs. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Benjamin, dès l'âge de 5 ans, maîtrisait l'alphabet grec. Eh bien, il va s'en souvenir, et ensuite il va par un procédé de translittération tout à fait étonnant. C'est du français, mais entièrement codé en caractères grecs. Et on retrouve là ce goût du jeu, hein, de quelqu'un qui a été un joueur dans les tripots et les maisons de jeu, mais qui a toujours été aussi un joueur en amour, un joueur en politique, quelqu'un qui n'a cessé de jouer son destin à qui tout double. Alors son destin, il se joue aussi à Paris, donc sous le Directoire. Pour le dire simplement, quand il rencontre vraiment Paris autour de 1795, Benjamin Constant est un illustre inconnu, je crois que je n'exagère pas en disant ça, et il trouve dans le régime du Directoire, qui est au fond la dernière séquence de la Révolution, la séquence la plus centriste, on va dire, il trouve dans ce régime, au fond, une matière à s'émanciper, puisqu'il est contre la terreur, hein, il est vraiment contre la violence politique, mais il est évidemment contre le retour à l'ancien régime, et donc il va essayer de s'engager pour vraiment sa conviction profonde, et c'est le début peut-être de sa pensée politique vraiment fondamentale, hein. Il va essayer de s'engager pour la défense des libertés individuelles, pour la défense au fond du principe révolutionnaire dans le régime du Directoire, qui est marqué au fond par deux menaces, hein, le retour à la terreur, le retour à la violence politique, et puis le retour à l'ancien régime avec des menaces monarchistes. Et c'est un moment assez intéressant, assez peu connu, disons, du grand public, puisque c'est le moment où il va
au fond, rencontrer la politique parlementariste, vraiment le système des représentations politiques. Exactement. C'est à cette époque qu'il publie ses premières grandes brochures politiques qui ont un retentissement considérable, des effets de la terreur, des réactions politiques, de la force du gouvernement actuel. C'est des brochures qui le font connaître et qui le font bien voir des autorités en place, puisque ce directoire, cette sorte de république modérée, bourgeoise des propriétaires, va dans une ligne qui est assez conforme à celle de Benjamin Constant, qui est une sorte de ligne centriste, du juste milieu. En fait, Benjamin Constant, effectivement, se méfie à la fois sur sa gauche des Jacobins et sur sa droite des contre-révolutionnaires qui cherchent à revenir à l'ancien régime. Et l'ambition qui est celle de Benjamin, c'est de tracer une voie médiane, celle du juste milieu, c'est au fond de réconcilier le centre-gauche et le centre-droit. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un. Mais dans ce pari du directoire, il est animé par une ambition, celle de se faire un nom, de se construire un réseau. Il va profiter de la célébrité de Germaine de Staël, de la notoriété de son salon, pour justement se faire connaître. Ça va lui servir de tremplin. Et donc, il va gravir petit à petit les échelons. Il va devenir un familier de Barras, l'homme fort du régime. Mais comme il est lucide, il doit bien faire un diagnostic que font d'autres que lui d'ailleurs, c'est que ce directoire est instable, que ce directoire est fragile et que probablement qu'il va falloir un coup de force pour lui substituer un autre régime. Et c'est à ce moment-là qu'il va bientôt croiser la route d'un général corse qui s'appelle Bonaparte. Alors justement, ton chapitre sur Bonaparte montre bien le coup d'éclat, c'est au moment où il se fait le plus connaître, le coup d'éclat de Benjamin Constant. Il est nommé au tribunat, donc c'est une des chambres, si vous voulez, du directoire, et il prononce le 5 janvier 1800 un discours où il dénonce la menace que peut représenter Bonaparte sur les institutions de la Révolution, mais notamment les institutions de liberté de la presse, au fond l'ensemble des droits qu'ont acquis les citoyens depuis le début de la Révolution. C'est un discours qui est très important, hein. Il sait que c'est un discours qui va le griller politiquement et même pratiquement, j'ai envie de dire, de l'espace public, mais il le prononce quand même, il va rester à la postérité comme le plus grand opposant avec Germaine de Staël à Bonaparte grâce à ce discours, mais ensuite à la cohérence qu'il va tenir pendant toute la période du durcissement de l'Empire, puisqu'on n'est pas encore à l'Empire en 1800, c'est le début, disons, de l'ascension de Bonaparte, et il va devenir un des principaux opposants de Bonaparte, alors même qu'en 1800, c'est encore une figure quelque peu mineure, on va dire, du cercle du directoire. Oui, dès le coup d'État de Brumaire, dès le moment où Bonaparte va s'emparer du pouvoir, Constant est l'un des premiers qui a su percer à jour les ambitions du général. Et d'ailleurs, au moment où le coup d'État n'est pas encore terminé, il envoie, et je la cite dans le livre, une lettre tout à fait étonnante à Sieyès, qui était un petit peu l'architecte de ce complot, dans laquelle il lui dit « Cet homme qui ne parle que de lui, cet homme va finir par confisquer tous les pouvoirs ». Et il avait vu juste, il avait compris que l'ambitieux général corse allait effectivement capter à son profit tout l'héritage de la Révolution et finalement que les autres consuls seraient là pour faire de la figuration et que même les chambres, puisque le régime effectivement du consulat comporte 3 chambres, eh bien qu'elles aussi allaient être finalement condamnées à enregistrer les décisions du maître. Et Benjamin ne veut pas jouer à ce jeu-là. Quand il devient membre du tribunat, qui est l'une des 3 assemblées délibérantes, eh bien, dès son discours d'ouverture, il dit que si on allait dans ce sens, il n'y aurait que servitude et silence. Un silence, dit-il, que l'Europe entière entendrait. Donc il a su déceler tout de suite des risques de dérive despotique dans le régime de Bonaparte. Et Bonaparte va être absolument ulcéré par ce discours, et même encore à Sainte-Hélène, sur son petit caillou au milieu de l'océan, il fulmine encore, il ne pardonnera jamais Benjamin Constant d'avoir prononcé un tel discours. Donc, à partir du moment où Benjamin Constant va être évincé du tribunat en 1802 par Bonaparte, à partir du moment où l'année suivante, Germaine de Staël va être exilée de Paris par Bonaparte, eh bien le couple, Germaine et Benjamin, vont effectivement devoir quitter Paris, vont même quitter la France, et ça va être une période de quasi-exil. Mais en fait, celui qui va devenir Napoléon en 1804 a commis une erreur stratégique, c'est-à-dire que s'il les avait gardés à Paris sous surveillance, il aurait pu les contrôler, mais là, il les a jetés dans les bras de l'Europe, et ils vont construire une Europe concurrente de celle de Napoléon, ce sera l'Europe de Copet.
Alors justement, tu utilises un terme assez beau. Ils vont organiser, Madame de Staël et Benjamin Constant, la résistance libérale face à l'autoritarisme de l'empereur. Alors évidemment, tu fais très attention à l'anachronisme dans ton livre, tout en utilisant des formules assez fortes. Il y a un très grand souci de contextualisation, mais tu montres très bien que ce qui se passe au château de Coppet, qui nous paraît aujourd'hui assez champêtre, assez bucolique, est au fond un moment très très fort de la construction du libéralisme moderne, hein, pour le dire vite. Et tu utilises un terme aussi qui est très beau, qui est le cosmopolitisme, le réseau cosmopolite de Benjamin Constant et Germaine de Stel. Il s'installe donc dans le château de Coppet, crée un salon. Un salon d'ailleurs qui est très moderne, hein, par rapport à la tradition des salons du XVIIIe. Tu le dis, hein, je te cite. En fait, non, tu cites quelqu'un, une source en l'occurrence. Rien n'y était réglé. Il n'y avait de lieu attribué spécialement à aucune heure de la journée. Toutes les chambres des uns et des autres étaient ouvertes. Là où la conversation prenait, on plantait ses tentes et on y restait des heures, des journées. Causer semblait la première affaire de chacun. Ça, c'est un témoin du fameux groupe de Coppet qui raconte un petit peu comment, au fond, ces individus se rassemblent, les individus dont tu vas nous dire quelques mots, hein, on parle quand même de la crème du libéralisme européen, et puis à partir de là, eh bien, ils organisent, alors ça a l'air assez anarchique, à la fois des fêtes, on va dire, et puis des représentations théâtrales. Ils vont jusqu'à Genève, qui est quand même une ville particulièrement surveillée sous l'Empire, mais Germaine de Stel à la bienveillance du préfet qui est parente. Donc ils vont quand même organiser depuis Coppet, au fond, un réseau anti-Bonaparte qui va avoir vraiment un effet sur l'empereur. Oui, effectivement, à partir du moment donc, où ils ne peuvent plus résider à Paris, ils vont aller s'installer au château de Coppet. Le château de Coppet qui appartenait à Jacques Necker, et à la mort de Necker en avril 1804, c'est Germaine, la fille unique, hein, des Necker, qui va hériter de ce château, de la baronnie de Coppet. Et c'est là qu'elle va, avec Benjamin, réunir toute une série d'intellectuels qui partagent leurs opinions, qui partagent leurs idées libérales et qui viennent de toute l'Europe, qui représentent différentes langues, différentes religions, différents régimes politiques. Et donc, face à une Europe napoléonienne très franco-française, militariste, on va avoir une Europe de Coppet beaucoup plus cosmopolite qui prône la diversité culturelle, et donc toute une série de grandes personnalités, l'historien économiste genevois Sismondi, la poétesse danoise Friederike Brun, l'allemand Schlegel, qui va justement contribuer à amener les idées allemandes à Coppet, et on pourrait multiplier les exemples, le portugais Dom Pedro de Sousa, des intellectuels italiens, russes et autres qui vont graviter autour de ce château. Et comme tu le disais très justement, les réunions à Coppet n'obéissent pas au code qui avait prévalu dans les salons français de l'Ancien Régime, à commencer par celui de Suzanne Necker, qui avait tenu à Paris l'un des grands salons des Lumières. À Coppet, on ne se réunit pas à heure fixe ou à jour fixe. C'est porte ouverte, hein, et les gens arrivent et parfois restent des semaines entières au château et ils passent d'une chambre à l'autre. Puis Madame de Staël, avec son petit écritoire qui est toujours en train d'écrire 3 livres en même temps, passe d'un étage à l'autre. Il y a un côté un petit peu bohème, on mange non plus pas à heure fixe, et puis on monte des pièces de théâtre. Et Benjamin, lui, n'est pas le meilleur comédien de la troupe, hein. Par contre, Germaine, elle, évidemment, qui a un certain charisme et qui s'entoure de quelques amis qui joue bien la comédie, va monter des pièces qui vont avoir un certain succès, tant à Coppet qu'au Théâtre du Mollard à Genève. Et c'est donc une expérience, d'abord, de sociabilité qui est tout à fait étonnante, mais c'est un héritage aussi. Parce qu'à Coppet, on a pensé l'Europe dans sa diversité, et je crois qu'on gagnerait aujourd'hui, pour penser l'Europe de demain, à relire les textes du groupe de Coppet, car ils nous ont laissé un héritage intellectuel tout à fait fascinant pour penser l'Europe aujourd'hui. C'est une formation encore plus forte, on va dire, pour la culture politique de Benjamin Constant. On n'a évidemment pas le temps d'évoquer l'ensemble du livre, qui fait environ 250 pages, qui est écrit d'une manière très déliée, donc d'une lecture absolument formidable. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est aussi un moment où l'intimité intellectuelle de Germaine de Staël et Benjamin Constant est très forte, mais l'intimité sensuelle ou l'intimité amoureuse se délite. Benjamin Constant reconstruit une famille, on va peut-être pas trop en parler. Toujours est-il qu'il va reconstituer un noyau familial, mais ils vont rester au fond très liés dans la lutte contre l'autoritarisme de Bonaparte. Et il y a un chapitre très important dans ton livre, évidemment, qui est celui de la chute de l'Empire, où tu montres bien qu'au fond, la fin de l'Empire de Bonaparte va signer par contre le début, disons, du succès politique de Benjamin Constant, qui va s'affirmer à ce moment-là avec
tout l'appareil qu'il a construit, hein, tout son intellectuel, il est prêt au fond à éclore à la fin de sa vie presque comme un des grands penseurs du libéralisme moderne. Exactement. C'est vrai que pendant l'Empire, toute une série de textes politiques de Constant étaient impubliables. S'ils les avaient publiés, ils auraient connu le même sort que le fameux De l'Allemagne de Madame de Staël. Ils auraient été détruits, mis au pilon par la censure napoléonienne. Et donc Benjamin va garder dans ses cartons toute une série, mais ce sont des milliers de feuillets, les principes de politique, les fragments d'un ouvrage abandonné, les réflexions sur les constitutions qui viendront plus tard. Enfin, il a tout un réservoir de textes dans lequel il va pouvoir puiser ensuite à partir de la chute de l'Empire pour multiplier les traités, les brochures, les articles de presse, etc. Et donc, à la faveur de la chute de l'Empire, il revient à Paris, il recommence à y faire carrière, il y retrouve son ambition, son aura et sa puissance, la puissance de son verbe aussi. Et puis, après 1817, quand Madame de Staël meurt en 1817, eh bien, c'est lui qui va reprendre le flambeau, c'est lui qui va devoir défendre sans elle tout l'héritage libéral du groupe de Coppet, et il va se jeter à corps perdu dans cette lutte jusqu'à sa mort en 1830, et c'est là qu'il va lutter sur un double front, puisque pendant toutes les années 1820, il sera à la fois l'un des grands journalistes de la Restauration, il va publier des centaines d'articles dans les grands organes libéraux, la Minerve, le Mercure, la Renommée, le Courrier français, et en même temps, il va, on va en dire un mot bien sûr, devenir l'un des grands défenseurs des idées libérales à la Chambre des députés. Il est élu député, il va siéger à Paris à la Chambre des députés et il va être le chef de file de l'opposition libérale face à ces nouveaux ennemis que sont les ultra-royalistes. Et ça, c'est la dernière grande partie de sa vie et la partie la plus glorieuse. Un chapitre sur le succès, ce qui est assez intéressant, c'est que Benjamin Constant connaît un peu une traversée du désert à la Restauration, avec un moment un terme que tu utilises, enfin que tu crées quasiment, qui s'appelle la girouette immobile. Hein, pendant la Restauration, il y a une hésitation au fond entre les partis à prendre, et Benjamin Constant, ça lui sera beaucoup reproché, d'ailleurs par ses nombreux biographes, hein, son espèce d'opportunisme. Mais à partir des années 1825, 1830, ça devient, enfin, à la fin des années 1820, disons, ça devient un des plus grands penseurs du libéralisme. Il est reconnu comme tel, c'est un mentor, c'est devenu vraiment un chef de file. Et puis comme député de la Sarthe, si je ne m'abuse, ça devient probablement un des députés les plus importants disons du système français. Donc là, il a une carrière de politicien au-delà de sa carrière littéraire avec Adolphe évidemment et de penseur politique. Il a une carrière vraiment de député politique et il va devenir un chef de file très important pour la fin de ce régime de la Restauration et quasiment pour le début de la révolution des trois glorieuses. Oui, et il a une audience considérable parce qu'il arrive au bon moment. Hein, les années 1820, c'est le moment où la Chambre des députés, c'est le grand spectacle à la mode à Paris. Je cite d'ailleurs des textes dans lesquels on dit qu'on s'arrachait les billets, encore plus que les billets d'opéra, pour aller assister, parce qu'il y avait les grandes galeries du public, à ces grandes joutes politiques entre les libéraux, les ultras, et donc c'était un véritable spectacle, et en plus on reproduisait les discours dans la presse, et c'était l'âge d'or de la presse d'opinion. Donc Benjamin, qui était à la fois propriétaire de deux journaux qui publiaient dans la presse et qui en plus prononçaient des discours retentissants à la Chambre, avait vraiment une audience très importante, et donc c'est dans cet âge d'or de l'éloquence parlementaire qu'il va devenir l'une des vedettes de la Chambre des députés, à tel point qu'il va y avoir même des produits dérivés à l'effigie de Benjamin Constant, justement des tabatières, des foulards, des parapluies, des éventails, etc., qui vont se multiplier dans Paris. Le merchandising politique ne date pas du tout d'aujourd'hui, c'est une vieille pratique qu'on trouvait d'ailleurs déjà à l'époque de Necker, hein, avant la Révolution. Et donc Benjamin va devenir vraiment une vedette de la vie politique française, mais qui dit vedette dit être très exposé, et donc il y a évidemment le revers de la médaille, c'est qu'il va aussi être la cible des caricaturistes, des pamphlétaires, des chansonniers, hein, et qui vont broder à l'envi sur le thème de Constant l'inconstant, le caméléon qui change de couleur à chaque saison politique, celui qui retourne sa veste. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir vraiment à la fois une légende dorée et une légende noire qui vont s'entremêler. Et moi, ça m'a fasciné de pouvoir reconstituer finalement à la fois la légende dorée du maître d'école de la liberté et la légende noire de Constant l'inconstant, puis ensuite, en tant qu'historien, d'aller un peu de l'autre côté du miroir pour retrouver l'homme derrière la légende. Et là, ça devient vraiment passionnant pour un chercheur. Tout à fait. Et ton livre est remarquable de ce point de vue-là, c'est que tu arrives à lier, disons,
son parcours politique et sa pensée politique est une pensée très moderne. Hein, il est aujourd'hui considéré comme un des grands penseurs du libéralisme politique. Et puis sa pensée sentimentale, il est sans arrêt travaillé par des passions amoureuses, et on voit que ces passions amoureuses ont quand même de l'influence sur la façon en tout cas dont il s'engage politiquement. Ce qui est assez frappant, c'est qu'à la fin de sa vie, la dernière année, il donne quasiment sa vie et son corps à la révolution libérale, et donc là on sent que sa vie c'est d'abord la liberté avant tout, et au fond il reste très sentimental, et c'est en ça un pré-romantique, ou déjà peut-être un romantique. On sent qu'il va rester fidèle par amour et par amitié à Germaine de Staël jusqu'à sa mort, quand même ils sont séparés par les conditions de la vie. Il va rester fidèle à ses idées premières, à ses amitiés aussi. Il y a des passages très beaux sur son amitié de camaraderie estudiantine. Et tu as réussi à percer l'homme à travers, disons, des archives qui sont des archives assez peu connues. Mais tu montres très bien que l'homme est un homme politique, mais qui est aussi un homme tout à fait naturel et très, très sensible. Oui, il va jouer un rôle actif dans la révolution de 1830, les Trois Glorieuses. Hein. Il va participer à la chute de Charles X et à l'élévation de Louis-Philippe. Et durant cette période politiquement très chargée, effectivement, d'abord il continue à jouer et à perdre de l'argent le soir dans les mauvaises maisons de Paris. Et puis, bien sûr, il a gardé toujours un cœur d'adolescent. Et ça explique aussi sa popularité incroyable auprès de la jeunesse. Cet homme, quand même vieillissant à ce moment-là, est l'idole de la jeunesse romantique. Et d'ailleurs, quand il va mourir en décembre 1830, Victor Hugo, qui était l'un des fers de lance de cette jeunesse romantique, écrira cette lettre extraordinaire à Charlotte von Hardenberg, donc, qui était la seconde épouse de Benjamin Constant. Il lui dira « Votre mari est mort, madame, il laisse 2 veuves, vous et la France. » Et ça veut tout dire de cet hommage que la jeunesse romantique va rendre à Benjamin Constant, qui était presque une sorte de rockstar de la politique. Tu montres bien, c'était vraiment une rockstar de son époque. Tu montres aussi à quel point les hommes de lettres, de la presse, sont des rockstars précisément, des célébrités, et à quel point il a son moment de gloire, disons 1815-1830, et on a l'impression que tout ce qui vient avant, évidemment, au-delà de sa passion amoureuse avec Germaine de Staël, mais tout ce qui vient avant, c'est la préparation à l'épanouissement comme ça presque d'une plante qui, pendant 15 ans, va devenir un personnage majeur, et aujourd'hui qui a un aura absolument gigantesque. Absolument, oui. Les moments de solitude, les traversées du désert, évidemment, lui, il les a vécus douloureusement, comme des pertes de temps, comme de l'inactivité. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce sont des phases qui lui ont permis justement de réfléchir, d'écrire, de stocker des matériaux. Et s'il a pu être à ce point prolifique dans les moments d'activité, c'est qu'il avait justement ce réservoir de textes et d'idées, et donc ces périodes alternent, hein, des périodes d'effervescence et puis des périodes de retrait, mais les funérailles de Constant en décembre 1830 constituent un moment d'apothéose. Il faut bien imaginer que 150 000 personnes, c'est-à-dire un cinquième de la population parisienne de l'époque, ont escorté le convoi funèbre jusqu'au Père-Lachaise. La jeunesse romantique et libérale réclame qu'il soit enterré au Panthéon. Et donc finalement, c'est tard dans la nuit, cette nuit froide de décembre 1830, qu'il est enterré au Père-Lachaise. Il y a une scène extraordinaire, c'est éclairé par des torches, et c'est Lafayette, son vieil ami Lafayette, avec lequel il a tant combattu en faveur des libertés, qui va lire le dernier discours en l'honneur de son ami. Et à ce moment-là, Paris dit adieu à Benjamin Constant, qui aura finalement atteint ce moment d'apothéose au tout dernier moment. Et la fin du livre est remarquable à ce niveau-là, à quel point il y a une émulation absolument collective pour ce personnage qui a su être vraiment en adéquation avec son temps. Alors, Léonard Burnand, je te remercie beaucoup. Peut-être on peut poser des questions. Volontiers. On peut demander à la salle si elle a des questions sur ce livre. Peut-être que vous l'avez déjà lu, que vous allez le lire. Et sur la vie de Benjamin Constant, dont tu es évidemment un grand érudit. Je pense que rien de sa vie ne peut te poser problème. Hein, et je te remercie beaucoup de nous avoir restitué ici en quelques minutes ce parcours absolument aventureux que celui de Benjamin Constant. Est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle? Non. Il n'y a pas de micro. On va reformuler les questions. On reformulera la question. Pour la salle virtuelle. En tout cas, moi, je suis très heureuse de l'avoir lu sur ce livre. Vous savez mon amour pour Benjamin Constant et le 18e. Et j'imagine que vous avez aussi parlé de Madame de Charlière,
Oui, parce que je pense que ça a été aussi un moment important. Oui. Oui. Sur Madame de Charrière, oui. Oui, alors vous avez raison de poser une question sur Madame de Charrière. En effet, il y a un chapitre dans le livre par rapport à sa formation intellectuelle où j'évoque le rôle d'Isabelle de Charrière, qui a été une femme de lettres très importante au XVIIIe siècle. Elle était hollandaise, hein, et puis elle est devenue neuchâteloise par son mariage avec Monsieur de Charrière. Elle est venue s'installer à Colombier, au manoir du Pontet, donc sur les rives du lac de Neuchâtel. Et elle était de 27 ans, l'aînée de Benjamin, et elle a joué un rôle de mentor. Elle l'a vraiment pris sous son aile, alors qu'il était encore très jeune, et c'est elle qui l'a initié aussi à la réflexion politique, à une certaine vision de l'analyse littéraire, et il l'a prise très au sérieux, et donc un dialogue épistolaire tout à fait étourdissant s'est noué entre eux, et elle a vraiment joué un rôle de mentor. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les deux personnes qui ont le plus compté dans la vie intellectuelle de Benjamin Constant sont des femmes, Isabelle de Charrière et Germaine de Staël. On a parfois tendance, si on lit un peu rapidement certains de ses écrits moqueurs comme Amélie et Germaine, à considérer qu'il était un peu misogyne. On pourrait lui envoyer à la figure certaines phrases peu élégantes qu'il a rédigées, mais fondamentalement, je ne le pense pas. Benjamin Constant était très moderne dans son rapport aux femmes, puisque, encore une fois, les deux personnes qui ont été ses grands interlocuteurs politiques sont des femmes, Isabelle de Charrière et Germaine de Staël. Il les a prises au sérieux. Il considérait qu'il était normal qu'une femme non seulement tienne un salon, mais pense la politique, publie des ouvrages sur la politique, sur la morale, sur les affaires du temps, alors que Napoléon était ulcéré par le fait que Germaine de Staël ose tenir un salon et parler de politique. Et donc ce Benjamin quand on le regarde à la surface, qu'on pourrait croire un petit peu misogyne, ne l'était pas. Au contraire, il était très moderne et il a créé de véritables partenariats intellectuels et politiques avec des femmes. On ne peut pas en dire autant de la plupart de ses contemporains de sexe masculin. Merci. Béatrice. Alors, j'aimerais t'entendre parler autour des liens qu'il aurait noués avec le pays de Vaud puis le canton de Vaud. Comment il jugeait aussi cette effervescence culturelle, intellectuelle de la fin du XVIIIe dans le pays de Vaud. Est-ce qu'il en était reconnaissant ou plutôt moqueur? Et puis est-ce qu'il a noué aussi des amitiés par rapport à, disons, sa parenté ou à des amis? Est-ce qu'on a des échanges épistolaires avec les Vaudois? Oui, merci pour cette question sur les liens entre Benjamin Constant et sa terre natale vaudoise. Hein. Il a toujours entretenu une relation assez ambiguë et douloureuse avec sa terre natale parce que Lausanne, sa ville natale, c'est la ville évidemment de sa naissance et donc de la mort de sa mère. Et donc ce drame inaugural, hein, cette mort en couche d'Henriette de Chandieu, va imprégner la suite de son rapport à Lausanne et plus largement au pays de Vaud, parce qu'il est le fils de la morte. Hein. Il est celui qui, chaque fois qu'il revient vers les siens, et notamment la famille maternelle, hein, les Chandieu, les Sévry, etc., il est celui qui rappelle l'absente, hein, il est celui qui ressemble de façon frappante, on le dit dans plusieurs lettres inédites, à celle qui n'est plus là. Et donc, cette culpabilité et ce rapport douloureux à son enfance, évidemment que ça fait partie de son rapport à sa ville natale. Donc ça, c'est la partie un petit peu douloureuse, même si Lausanne va se racheter à ses yeux en lui offrant Germaine de Staël quand il la rencontre en septembre 1794. Mais moi, j'ai tendance à dire que Benjamin est beaucoup plus vaudois qu'on ne le dit d'habitude. Et je ne dis pas ça parce que je suis moi-même vaudois et historien dans notre région, mais ça a beaucoup compté dans sa formation intellectuelle. D'abord parce que ses séjours à Lausanne sont beaucoup plus longs et prolongé qu'on ne le dit d'habitude. Évidemment, on va parler du fait qu'il voyage d'un endroit à l'autre, c'est vrai, il a une enfance très cosmopolite, très vagabonde, mais il n'empêche qu'entre tous ses séjours à Bruxelles et en Hollande et ici et là, chaque fois il revient à Lausanne, il y passe beaucoup de temps. Donc il connaît très très bien la vie de société lausannoise, il connaît très très bien toutes ces familles qui fréquentent les salons de la rue de Bourg, les campagnes vaudoises environnantes, et donc ça fait partie aussi du milieu psycho-affectif dans lequel il a grandi. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que sa première éducation politique, elle est liée à un épisode que je n'ai pas eu le temps d'évoquer tout à l'heure, je peux en dire un mot, qui a été le procès de son père. Donc son père, Juste de Constant, était colonel, il dirigeait des régiments suisses au service des Provinces-Unies, donc au service de la Hollande, et à la fin de l'adolescence de Benjamin Constant, il va se passer un événement dramatique pour la famille, c'est qu'il va y avoir une mutinerie
du régiment de Juste de Constant, et va s'en suivre un procès très compliqué, très long, dans lequel Juste va perdre une bonne partie de sa réputation et de sa fortune, et le jeune Benjamin va passer des mois à le défendre. Quand bien même le père n'avait pas toujours été très cordial avec lui, il va multiplier les démarches, les mémoires, etc., pour voler au secours de son père. Et qui est l'adversaire? C'est la République de Berne, parce que Juste était un Vaudois qui dirigeait des régiments bernois en Hollande. Et donc Constant va s'initier à l'administration, au rouage de la politique, à travers cette affaire complètement oubliée aujourd'hui, mais qui va peser de tout son poids sur sa formation politique. Et ça, c'est une formation valdo-bernoise, bien plus que française. Donc, je le répète, Benjamin est beaucoup plus vaudois qu'on ne le dit d'habitude. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le fils de Germaine et de Benjamin Constant? Alors, ils ont eu une fille. Oui. Leur fille. Le fils de Germaine, qui est un personnage très intéressant, Auguste de Staël, c'est également officiellement le fils du baron Éric Magnus, mais c'est en fait le fils biologique du comte de Narbonne, puisque Germaine de Staël, vous l'avez compris, fréquentait d'autres hommes que son mari. Et puis la fille, Albertine, donc, qui est née en 1797, qui va être une femme remarquable, puisqu'elle va épouser le duc Victor de Broïle, et qu'ensuite ils vont, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, tenir un salon très important à Paris, où Albertine, qui était une femme brillante, recevait ce qu'on appelait les doctrinaires, qui étaient des libéraux comme Guizot, comme Barante, comme Royer-Collard, etc., qui étaient des libéraux d'un type un petit peu différent de Benjamin Constant. Benjamin Constant et Germaine de Staël, c'était une certaine école du libéralisme. Les doctrinaires avaient une vision, disons, plus centralisatrice, ils faisaient plus confiance au pouvoir et au pouvoir exécutif. C'était plus un libéralisme de gouvernement, et d'ailleurs Guizot sera un homme de pouvoir, tandis que Constant est toujours méfiant du pouvoir. Il a tendance à penser que celles et ceux qui détiennent le pouvoir ont une tendance naturelle à en abuser. Et donc Constant n'était pas toujours très bien vu des doctrinaires, et ça peut expliquer pourquoi, après sa mort, après 1830, dans le cercle des doctrinaires, on n'avait pas une très bonne opinion de Benjamin Constant à cause de ses mœurs, ce joueur à la vie sentimentale dissolue, et puis en plus, évidemment, que Albertine était mal à l'aise face au fait qu'elle était l'enfant finalement d'un couple qu'il avait eu hors mariage, et c'est pourquoi, et là, ça me brise le cœur d'en parler, elle va détruire toute la correspondance entre Germaine et Benjamin, c'est-à-dire qu'à la mort de Germaine de Staël en 1817, Albertine brûle toutes les lettres que Benjamin avait envoyées à sa mère, à Germaine, et elle va réclamer à Benjamin toutes les lettres que Germaine lui avait envoyées, et elle va les brûler à son tour, et l'une des plus belles correspondances amoureuses, littéraires et politiques de l'histoire des lettres françaises est partie en fumée ce jour-là. C'est peu dire que j'en suis navré. Oui. Quels étaient les moyens d'existence de Benjamin Constant? Vous nous avez dit qu'il tirait direct par la queue quand il était en Angleterre. Le restant de sa vie, il vivait de quoi? Alors ça dépend des moments. Pendant sa jeunesse, comme son père a quand même une carrière assez prospère, le mercenariat helvétique était un bon produit d'exportation à l'époque, et puis Juste avait toute une compagnie qu'il dirigeait en Hollande. Il possédait des propriétés à Lausanne, la propriété du désert, un hôtel particulier à la Roudebourg, etc. Donc pendant sa jeunesse, et c'est pour ça qu'il a pu se permettre d'ailleurs de flamber pas mal d'argent dans les maisons de jeu quand il était adolescent, il y avait son père derrière qui pouvait quand même allonger les billets. Ensuite, c'est devenu plus compliqué après le procès qui a en partie ruiné le colonel, et donc Constant a tiré des ressources il a pu faire quelques petits héritages, notamment quand sa tante maternelle Anne de Nassau est décédée. Donc on est quand même encore dans cette sociabilité de l'aristocratie telle qu'elle était sous l'Ancien Régime, avec le jeu des successions, etc. Ce qui fait que Benjamin, qui a fait quelques affaires aussi sous le Directoire, a pu acquérir différentes propriétés, les revendre parce qu'il ne les gérait pas aussi bien que Germaine de Staël. Elle était fille de banquier, ça n'était pas son cas. Et puis, il a épousé en secondes noces Charlotte von Hardenberg, qui était d'une bonne famille aristocratique allemande, qui avait elle-même aussi quelques ressources. Et puis, il a gagné de l'argent grâce à la presse. Je vous ai dit tout à l'heure, la Restauration, c'est l'âge d'or de la presse politique. Constant est un des propriétaires et l'un des actionnaires, ça fait partie des autres sources
inédites que j'ai citées dans mon livre, j'ai retrouvé les comptes aussi de certains de ces journaux, et on voit que Constant investissait de l'argent dans les journaux dans lesquels il publiait, grâce à la Minerve, grâce à la Renommée, grâce au Courrier français, ces journaux politiques à succès dans lesquels il a investi, eh bien, il y a eu des retombées financières. Il pouvait à la fois défendre ses idées libérales et puis mettre du pain sur la table, comme on dit. Donc, voilà, il n'a jamais eu la fortune de Germaine. Elle était millionnaire puisqu'elle avait hérité de la fortune de Necker. Lui était beaucoup plus modeste au niveau de ses moyens de subsistance, mais enfin, il a quand même toujours eu suffisamment de ressources pour mener une existence quand même relativement confortable. J'ai encore quelques questions, mais je ne sais pas si la salle virtuelle a des questions. Discret. Il y a un combat que Benjamin Constant mène, mais tu peux peut-être nous en dire quelques mots, qui est très moderne. En tout cas, il est très seul, tu le montres bien à la fin des années 20, qui est celui de l'abolitionnisme, donc de la lutte contre la traite négrière. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui le tient à cœur, évidemment, puisqu'on touche au cœur des droits individuels, des droits des individus. Mais il est assez seul. En effet, depuis l'Empire, c'est un sujet qui est devenu difficile et puis qui n'est évidemment pas la priorité des libéraux du début du 19e siècle. Oui. Oui, Constant, on ne le sait pas assez, et j'ai essayé de le montrer dans ce livre, a été un précurseur dans la dénonciation de la traite des Noirs, dans la dénonciation de l'esclavage. C'est un sujet qui l'a beaucoup préoccupé. Il a été courageux de défendre cette cause au moment où elle avait mauvaise presse en France. Il y avait eu un premier mouvement abolitionniste avant la Révolution, avec la Société des Amis des Noirs, avec des hommes comme Brissot. Et puis, ce mouvement était tombé en léthargie sous l'Empire. N'oublions pas que Bonaparte a rétabli l'esclavage dans les colonies au tout début du 19e siècle. Et puis, au début de la Restauration, alors même que la traite était censée être illégale, elle était encore largement pratiquée. D'ailleurs, le pouvoir monarchique en place était assez lié à certains réseaux et à certains lobbies des colonies, et donc fermait les yeux sur le fait que l'infâme trafic, comme le qualifiait Benjamin Constant, continuait. Et donc, à plusieurs reprises, à la Chambre des députés, il est monté à la tribune pour dénoncer l'esclavage, dénoncer la traite des Noirs. Il a fait partie du comité de la Société pour l'abolition de l'esclavage qui avait été créée par la Société de la morale chrétienne à Paris, qui était un repère en fait de libéraux et de protestants. Et donc Constant, jusqu'à la fin, a défendu ce combat. Et dans mon livre, j'ai cité une lettre très émouvante, qui est une lettre inédite que j'ai retrouvée dans les archives, qui m'a beaucoup touché. C'est une lettre qui vient de la Martinique, un collectif de Martiniquais qui écrivent à Benjamin Constant et qui le remercient d'avoir eu le courage de défendre leur cause à la tribune, d'avoir dénoncé tous les malheurs qui sévissent dans les colonies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de son enterrement, dans cet immense convoi funèbre jusqu'au Père-Lachaise, eh bien, il y a toute une partie du convoi qui est composée d'un groupe de Martiniquais et de gens des colonies qui ont escorté jusqu'au Père-Lachaise finalement le cercueil de celui qui a eu le courage de les défendre à une époque où ça n'était pas si évident que ça. Merci Léonard. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Moi, j'aurais une dernière petite question, excuse-moi, anecdotique, puisqu'elle n'était pas dans ton livre. Mais est-ce que pendant la période impériale, qui est donc un moment très dur au fond disons, du couple d'Estelle Constant, est-ce qu'ils ont aussi pris des contacts avec des conspirationnistes étrangers, des Anglais, ou alors des groupes plus durs, plus disons, contestataires, comme la Loge des Amis Sincères de Buonarroti, enfin, ces espèces de groupuscules qui naissent avec la période impériale, puisque c'est un moment très dur, très répressif. Est-ce qu'on sait s'ils ont des contacts avec ces... Buonarroti est à Genève, par exemple, il est mis en surveillance à Genève, donc juste à côté du château de Coppet. L'obsession policière de l'époque, c'est qu'il y a un vrai réseau anti-impérial, à la fois avec les libéraux, mais aussi à la fois avec les jacobins, pour le dire simplement, et puis avec les espions anglais. Ce qu'on sait, typiquement, est-ce qu'ils complotent avec les Anglais ou avec Buonarroti, etc. D'après les sources dont on dispose, non, on n'a pas de preuve qu'il y ait eu de lien, qu'ils aient trempé dans ce type de conspiration. Ça n'était pas tellement leur genre, d'ailleurs. Hein. Eux, c'était plutôt une sorte de magistère de la parole. Et donc, on voit bien, par exemple, que sous la Restauration, quand même un Lafayette va tremper quand même dans un certain nombre quasiment de complots, etc., Benjamin se tient à l'écart. On le soupçonne et puis il est blanchi. Alors bien sûr qu'il est surveillé
par Fouché et par beaucoup d'autres. Hein. Donc, et toi-même, en tant que spécialiste de ces questions, tu sais bien que Germaine de Staël à Coppet était sous étroite surveillance, d'où aussi son fameux exil par la suite, que Benjamin était surveillé. J'ai retrouvé plusieurs sources qui montrent qu'il était surveillé. C'est très intéressant de voir qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il fait campagne en Alsace, hein, puisqu'il a été député de la Sarthe, puis de la Seine et ensuite du Bas-Rhin, donc en Alsace, eh bien là, j'ai retrouvé des sources. La police locale le suit. Il y a des comptes rendus de ce qu'on pourrait appeler des meetings et des banquets politiques. Et donc, on regarde de près ce qu'il fait, on note ce qu'il dit. Mais aucune de ces sources ne montre qu'il aurait trempé dans tel ou tel complot. Et ce n'était pas tellement, effectivement, dans sa nature ni dans sa culture politique. Hein, c'était plutôt la force des brochures, la force des discours, la force des articles de presse et de constituer une sorte de contre-pouvoir. Pourquoi ? Dans le but d'éduquer l'opinion publique. C'était toujours cette idée d'endiguer le pouvoir, de dire que pour limiter le pouvoir, ce qui est l'obsession de Constant, il faut éduquer l'opinion publique et permettre à l'opinion publique de jouer un rôle de contrepoids. Et là, Benjamin excelle dans ce rôle de celui du maître d'école de la liberté. C'est un beau rôle tout de même. Tout à fait. Merci beaucoup Léonard. Je vous remercie. Je propose qu'on t'applaudisse, Léonard.